Au printemps de l'année 1974, dans la ville suédoise de Trollhättan, le conseil d'administration de la société Saab-Scania a approuvé le cahier des charges qui ressemble à la vengeance d'un étudiant renvoyé contre l'ensemble de l'industrie automobile mondiale. Les ingénieurs ont décidé de placer le moteur à l'envers, de tourner l'embrayage vers le pare-choc avant et de glisser la boîte de vitesse mécanique directement sous le bloc-cylindre, en reliant le moteur et la transmission par une chaîne de bicyclettes à 3 rangées. Cela sonne comme le délire d'une équipe de mécaniciens ayant inhalé des vapeurs de solvant dans un garage exigu et mal ventilé. Mais c'est précisément ce dessin qui a servi de base au projet X8 que l'histoire automobile a retenu sous le nom de Saab 900 de la première génération. Les Suédois se sont lancés dans ce surréalisme technique non par confort de vie et certainement pas par excès de romantisme aéronautique. Oubliez les comptes marketing sur les chasseurs à roues et sur des concepteurs pensant en termes de fuselage. La division automobile de Saab survivait dans des conditions de famine financière totale. Vers le milieu des années 70, les États-Unis d'Amérique ont introduit des normes fédérales strictes de sécurité pour les véhicules. L'ancien modèle Saab 99, conçu dès la fin des années 60, échouait systématiquement aux nouveaux crash-tests frontaux américains. Lors d'un choc, la colonne de direction reculait, se transformant en une lance d'acier visant précisément la cage thoracique du conducteur. Le marché américain était vitalement nécessaire aux Suédois, mais ils n'avaient tout simplement pas les moyens de développer une architecture de carrosserie entièrement nouvelle. Le budget suffisait juste à acheter de nouveaux crayons pour le bureau d'études. Au lieu de capituler, les ingénieurs ont pris l'ancienne plateforme de la 99e et en ont grossièrement étiré la partie avant de 21 cm. C'est ainsi qu'ont été obtenus ces fameux porte-à-faux avant allongés que les critiques automobiles aiment à qualifier de géniales solutions aérodynamiques du chef designer Björn Envall. La dure réalité technique réside dans le fait que ce nez allongé servait exclusivement de zone de déformation programmée. Les centimètres supplémentaires de métal vide se pliaient en accordéon, absorbant l'énergie cinétique du choc afin que la voiture puisse heurter les cubes de béton des laboratoires américains sans conséquences fatales pour les mannequins d'essai. Les ingénieurs de Saab ne négligeaient pas les lois de la physique. Ils en étaient les otages, calculant scrupuleusement chaque millimètre des longerons déformables. C'est précisément à cause de la soumission maniaque aux règles de sécurité passive qu'est apparue dans l'habitacle une pièce autour de laquelle, pendant des décennies, les experts de canapé ont mené la ronde. Le contacteur de démarrage a déménagé de la colonne de direction au tunnel de transmission entre les sièges avant. Les marketeurs de Saab vendaient volontiers cette particularité comme un hommage à l'ergonomie des cockpits des avions de combat. La vérité technique est bien plus prosaïque et brutale. D'abord, le cylindre métallique massif du contact, retiré de la colonne, a cessé d'écraser le genou droit du conducteur lors d'un choc frontal. Ensuite, du fait que la boîte de vitesse se trouvait directement sous le plancher de l'habitacle, le contacteur de démarrage a pu être intégré directement dans son carter. La rotation de la clé mettait en mouvement une tige d'acier qui bloquait irréversiblement le levier de vitesse en position de marche arrière. Les concepteurs se sont débarrassés des longs câbles qui s'étiraient et se rompaient sans cesse, créant au passage un système anti-vol impossible à neutraliser sans meuleuse d'angle. Mais revenons sous le capot, où régnait un véritable enfer mécanique. L'implantation des organes de la Saab 900 est un monument à ce qui arrive quand les concepteurs ont interdiction de modifier les points d'ancrage de base du berceau. Le moteur à 4 cylindres de 2 litres de cylindrée était disposé longitudinalement, mais le volant moteur se trouvait à l'avant, tout contre le radiateur de refroidissement. Les courroies de distribution et la pompe à eau étaient enfoncées contre le tablier moteur séparant le compartiment moteur de l'habitacle. Le remplacement de la pompe à eau exigeait du mécanicien la souplesse d'un acrobate de cirque, car l'espace entre les poulies et la tôle de la carrosserie se mesurait en millimètres. Pourtant, le bloc-cylindre en fonte de base n'avait aucun rapport avec des moteurs de tank ou d'avion découpés.
Les Suédois ont acheté le dessin original sous licence auprès du bureau d'ingénierie britannique Ricardo. Les premières années, les Suédois se sont battus contre la qualité exécrable de la fonderie britannique, à cause de laquelle les blocs se fissuraient et l'antigel se mélangeait à l'huile moteur pour former une émulsion épaisse. Les motoristes suédois ont dû remanier entièrement la pièce britannique, renforcer les parois des cylindres et modifier les circuits de refroidissement afin de poser les fondations de la future révolution turbo. La puissance de ce longitudinal retourné était transmise aux roues avant motrices selon une trajectoire aussi tordue que possible. Le carter de boîte a été fixé par-dessous, devenant du même coup le carter d'huile du moteur. Les fluides de service ne se mélangeaient pas pour autant. Le moteur baignait dans son huile, la transmission dans la sienne. Le couple était transmis de l'embrayage avant de haut en bas sur l'arbre primaire de la boîte par l'intermédiaire d'une chaîne massive à 3 rangées. Ce système produisait un hurlement monstrueux à haut régime, mais présentait un avantage paradoxal. Le mécanisme d'embrayage pouvait être changé en 15 minutes directement sur le parking d'un supermarché. Il suffisait de retirer la grille de calandre en plastique à l'avant, de dévisser le capot de protection et le disque usé se retrouvait directement dans les mains. Une réparation ordinaire qui, sur d'autres voitures, nécessitait le démontage de la moitié de l'espace sous le capot, s'effectuait ici à l'aide d'une seule clé plate. À l'automne de l'année 1978, la Saab 900 de première génération de série est officiellement entrée en vente, et ses caractéristiques techniques initiales n'inspiraient qu'un ennui franc. La version de base, sous l'indice d'usine GL, proposait aux acheteurs un moteur carburateur de 2 litres à culasse 8 soupapes. Ce lourd bloc en fonte développait exactement 100 chevaux à 5200 tours par minute. Le lourd haillon 3 portes d'une masse à vide d'environ 1200 kg accélérait jusqu'à 100 km/h en de longues 14 secondes. Pour une voiture que les marketeurs suédois tentaient de positionner dans le segment premium, une telle dynamique équivalait aux qualités routières d'une barge chargée. Les ingénieurs comprenaient parfaitement qu'avec une réponse aussi molle à la pédale d'accélérateur, ils ne conquériraient jamais le cœur des acheteurs fortunés aux États-Unis d'Amérique, où les routes étaient dominées sans partage par des moteurs gourmands multicylindres. La solution au problème ne vint pas des concepteurs en aérodynamique, mais d'un motoriste génial nommé Per Gilbrand, qui décida de gonfler radicalement cet hybride britanno-suédois problématique avec des gaz d'échappement brûlants. En l'année 1980 eut lieu une véritable révolution technique dans le domaine de la construction des moteurs. Gilbrand a implanté avec succès un système nommé Automatic Performance Control, qui a changé à jamais les principes de fonctionnement du turbocompresseur civil. Jusqu'à ce moment, l'installation d'une turbine sur une automobile de série grand public ressemblait à un jeu de roulette russe avec un barillet plein. À cause des crises pétrolières mondiales, la qualité de l'essence sur les stations-service variait constamment et les moteurs suralimentés explosaient régulièrement en morceaux à cause de la détonation destructrice. Gilbrand installa directement sur le bloc cylindre un capteur piézoélectrique de détonation, consistant en un microphone qui écoutait en continu les vibrations du métal. Dès que ce capteur détectait les premiers signes d'une combustion brutale du carburant, le calculateur électronique ouvrait instantanément la vanne de décharge de la turbine, évacuant la surpression de suralimentation dans le tuyau d'échappement. Cette solution élégante permit au moteur de digérer en toute sécurité de l'essence de n'importe quel indice d'octane. Le turbomoteur suédois devint increvable et la marque suédoise fut le premier constructeur au monde à rendre le turbocompresseur un phénomène fiable et quotidien, et non l'apanage de quelques bolides de course. Vers l'année 1984, les ambitions techniques des Suédois atteignirent leur pic historique. Sur les salons automobiles internationaux fut officiellement présentée une version dotée d'une nouvelle culasse 16 soupapes et d'un turbocompresseur puissant développant les 175 chevaux incroyables pour une traction avant de l'époque.
Le modèle reçut l'indice commercial Aero et sur le territoire des États-Unis d'Amérique, il fut vendu avec succès sous le nom de Special Performance Group. Le temps d'accélération jusqu'à 100 km/h tomba brutalement à 9 secondes impressionnantes. La voiture accélérait si fort que, en raison de la géométrie de la suspension avant indépendante à double triangle, l'essieu avant était littéralement arraché sous le conducteur. Le volant tressaillait violemment dans les mains à chaque démarrage brutal à cause du prononcé effet de braquage par effort. Pourtant, sur les lignes droites, ce haillon suédois humiliait aisément les coûteuses berlines sportives allemandes, tout en conservant une stabilité directionnelle phénoménale grâce à la barre de torsion arrière qui était guidée par un tirant Panhard et un mécanisme de Watt. Mais pour cette puissance brute, les ingénieurs durent payer un prix technique énorme. Quand Père Gilbrand augmenta sans compromis la pression de suralimentation, le couple du moteur 16 soupapes dépassa rapidement la barre des 270 Nm. Et c'est là que se révéla la cruelle vérité technique. L'architecture du carter de transmission ne permettait tout simplement pas physiquement d'installer à l'intérieur des pignons de taille et de solidité suffisantes. Les concepteurs étaient irrémédiablement coincés dans l'espace exigu situé directement sous le vilebrequin, espace qu'il était techniquement impossible de modifier sans concevoir une carrosserie entièrement nouvelle. En conséquence, des pièces minuscules, initialement calculées pour ces 100 chevaux carburateurs de la fin des années 70, travaillaient sur la puissance sauvage du turbomoteur innovant. La boîte de vitesse mécanique de la 900 Turbo est devenue la mâchoire de verre de ce combattant de rue suédois gonflé aux hormones. Le cassage des dents en acier sur les deuxième et troisième vitesses est devenu un phénomène absolument massif dans le monde entier. Ces conducteurs fougueux qui aimaient démarrer au feu avec un patinage agressif des roues avant motrices envoyaient l'organe coûteux à la casse automobile la plus proche tous les 30 ou 40 000 km. Le principal problème technique des centres de service était la destruction totale du roulement de l'engrenage d'attaque du différentiel. Sous la poussée de l'énorme couple, l'arbre primaire se voilait littéralement en arc à l'intérieur du carter de transmission exigu. Le roulement surchargé se désintégrait rapidement en petits fragments et les copeaux d'acier tranchants annihilaient instantanément tout le mécanisme de précision de l'intérieur, transformant la boîte en un tas de ferraille inutile. Les réparations ultérieures ressemblaient à une tentative d'effectuer une opération chirurgicale complexe avec une masse rouillée et un burin. En raison de la construction monobloc du carter, les mécaniciens ordinaires devaient extraire le moteur et la boîte de vitesse sous le capot en un seul bloc très lourd, à l'aide d'un puissant pont hydraulique. Après cela, les techniciens épuisés étaient contraints de séparer les organes grippés, de nettoyer pendant des heures les carters de la limaille métallique incrustée et d'essayer de trouver des engrenages entiers dans les catalogues de pièces d'occasion. Les pièces d'origine neuve coûtaient si déraisonnablement cher que la facture de réparation dépassait facilement la valeur résiduelle de la voiture elle-même. Le paradoxe de l'industrie automobile suédoise résidait dans le fait que les ingénieurs avaient créé un moteur avant-gardiste capable de survivre à un hiver nucléaire, mais avaient été contraints d'y fixer une transmission qui se désintégrait dès qu'on appuyait sur la pédale d'accélérateur. Vers l'année 1981, la marque automobile suédoise s'est heurtée à la dure réalité du capitalisme américain. Les ventes commerciales s'effondraient rapidement et les immenses entrepôts des concessionnaires d'outre-Atlantique aux États-Unis d'Amérique étaient encombrés de milliers de véhicules invendus. Le problème fondamental résidait dans un banal conflit de mentalité. Les concepteurs suédois croyaient sincèrement que la carrosserie de type haillon à 3 ou 5 portes représentait l'aboutissement absolu de l'évolution automobile, offrant aux consommateurs un niveau inégalé de praticité au quotidien.
Il montrait avec une fierté non dissimulée l'énorme compartiment à bagages dans lequel, une fois les sièges arrière rabattus, il était possible sans difficulté d'introduire une armoire démontée, une tondeuse à gazon ou une paire de skis de montagne pleine taille. Mais l'acheteur américain conservateur, entrant dans un luxueux salon automobile avec une épaisse liasse de dollars, refusait catégoriquement de payer le prix élevé d'une voiture du segment premium pour un véhicule qui, par sa silhouette, ressemblait à un utilitaire banal destiné à livrer des produits agricoles frais. De l'autre côté de l'océan, le statut automobile exigeait impérativement la présence d'un coffre classique séparé. Sous la pression massive des partenaires commerciaux d'outre-Atlantique, les ingénieurs de Troll-Ethan, les dents serrées, capitulèrent et conçurent une berline 4 portes. Ils ne cherchèrent pas à réaliser de nouveaux outillages pour l'arrière de la carrosserie, mais soudèrent simplement à la poupe aérodynamique et élégante du haillon un long coffre anguleux. La silhouette visuelle obtenue donnait l'impression que l'on avait collé la moitié d'une lourde brique de construction au fuselage profilé d'un planeur de compétition. Mais c'est précisément cette capitulation esthétique contrainte qui permit à la marque de se maintenir à flot dans les dures réalités économiques du début des années 80. Cependant, la véritable bouée de sauvetage financière fut lancée d'outre-Atlantique de manière encore plus radicale et audacieuse. Le dirigeant suprême de la division américaine de la société, Bob Sinclair, comprenait clairement que, pour une survie à long terme sur un marché concurrentiel, la seule puissance brute turbo et d'étranges coffres était tout à fait insuffisant. Un marketing impitoyable exigeait la création de jouets coûteux et visuellement marquants. Sinclair adressa au siège central suédois une exigence catégorique de créer une voiture au toit entièrement ouvert. La réponse du conseil d'administration suédois fut prévisiblement froide, snob et tranchante. Les ingénieurs déclarèrent publiquement que la suppression de la structure porteuse du toit détruirait complètement la rigidité en torsion soigneusement calculée de la carrosserie, violerait irrémédiablement les paramètres de sécurité passive affinés pendant des décennies et transformerait finalement la voiture en un piège mortel en cas de renversement accidentel. De plus, la simple création d'une carrosserie ouverte pour les réalités climatiques scandinaves, avec leur chute de neige perpétuelle, paraissait aux Suédois le comble de l'idiotie consumériste absolue. Ayant reçu un refus officiel ferme, le tenace Sinclair s'engagea dans un véritable délit de gestion corporative directe. Il a secrètement alloué des fonds budgétaires et remis une carrosserie 2 portes absolument neuve sortie de l'entrepôt à l'atelier de carrosserie privé californien American Sunroof Company. Les artisans de garage américains ne se sont nullement encombrés de calculs mathématiques complexes sur la répartition correcte des charges vectorielles. Ils ont simplement pris une scie sabre, découpé sans ménagement la toiture métallique avec les montants centraux et arrière, renforcé à la hâte le plancher du véhicule avec d'épais profilés en acier provenant du magasin de bricolage le plus proche, et tendu au-dessus de l'énorme trou de l'habitacle une capote en toile pliante dotée d'un puissant système électro-hydraulique. Lorsque la délégation haut placée venue de Suède est arrivée pour une visite officielle prévue aux États-Unis d'Amérique, Sinclair a impudemment fait rouler ce prototype bricolé directement sur le parking principal devant le siège central. Les ingénieurs suédois se sont d'abord pris la tête à 2 mains devant une violation aussi ouvertement barbare de tous les règlements et normes de rigidité en vigueur chez le constructeur. Mais, après avoir constaté la réaction enthousiaste des groupes de discussion consommateurs et calculé la marge potentiellement gigantesque sur chaque exemplaire vendu, ils ont très rapidement revu leurs stricts principes scandinaves. En l'année 1986, la production à grande échelle de la version décapotable a été officiellement lancée. Mais les Suédois ont catégoriquement et avec dégoût refusé d'assembler cette hérésie technique douteuse sur leur propre chaîne de montage. Le lucratif contrat d'assemblage sous-traité des cabriolets a été rapidement confié à l'usine automobile indépendante Valmet, située dans la Finlande voisine.
Ce montage finlandais s'est révélé un triomphe commercial incroyable, qui a littéralement changé à jamais le statut social de la marque automobile suédoise. Dans la seconde moitié des années 80, le cabriolet de la série 900 est devenu l'attribut principal le plus désiré des jeunes professionnels réussis de la prestigieuse Wall Street. Les courtiers en bourse agressifs, les juristes d'entreprise grassement rémunérés et les publicitaires à la mode faisaient la queue sur plusieurs kilomètres, s'étirant sur 3 longues années exaspérantes, rien que pour obtenir plus vite cette étrange automobile scandinave dotée d'un puissant moteur turbo, d'une position de conduite verticale absurde, digne d'un bus, et d'un ridicule contacteur de démarrage qui dépassait directement entre les sièges. Le finlandais établissement de production travaillait en 3 épuisants quarts, à la limite de ses capacités, emboutissant sans arrêt les voitures ouvertes par milliers d'unités. Et c'est précisément cette version dépourvue de toit qui rapportait à la société mère la part du lion du bénéfice financier net, sauvant à maintes reprises les bilans trimestriels de pertes catastrophiques de plusieurs millions. Mais pendant que le service financier célébrait joyeusement la victoire sans partage sur le bon sens technique, les ingénieurs de conception intérieure ont placé une bombe à retardement directement au-dessus de la tête des conducteurs de toutes les versions à toit rigide fermé. À la fin des années 80, le gouvernement suédois a commencé à exercer une forte pression sur les grands industriels par des normes environnementales strictes. Les concepteurs ont reçu l'ordre d'abandonner immédiatement l'emploi de composés chimiques toxiques sur la ligne de production. À titre de compromis malencontreux, l'usine est passée en urgence à de nouveaux adhésifs innovants, écologiquement propres et solubles dans l'eau, pour fixer la garniture textile du plafond sur le support en carton. La composition chimique de cette merveille verte révolutionnaire s'est révélée totalement incompatible avec la rude physique des variations constantes d'humidité et de température dans l'habitacle automobile exigu. Le chauffage d'hiver faisait monter violemment la température de l'air par en bas. Le soleil d'été torride portait à incandescence la fine tôle du toit par en haut. Et la colle écologique soluble dans l'eau se transformait tout simplement de manière irréversible en une poudre sèche, inutile et friable. Au bout de 3 ou 4 courtes années d'utilisation quotidienne, le tissu épais du plafond se décollait inévitablement sur toute sa surface et tombait en un énorme bulle molle directement sur la tête du conducteur. Les propriétaires désespérés tentaient de lutter contre cette honte technologique à l'aide de simples punaises de bureau, de robustes agrafeuses de chantier et d'un adhésif double face bon marché. Le plafond qui tombait inévitablement sur la tête est devenu la carte de visite officielle la plus connue de l'automobile suédoise d'occasion, se transformant finalement en une ironie amère et cruelle sur la tentative ratée de croiser de hautes ambitions premium, une écologie scandinave avancée et des matériaux d'assemblage consommables catastrophiquement bon marché. En l'année 1987, les ingénieurs suédois ont enfin compris qu'il devenait physiquement impossible de vendre sur le marché international hautement concurrentiel la vieille plateforme de carrosserie datant de la fin des années 60. L'automobile a reçu son premier et unique restylage d'usine sérieux qui, dans le rude milieu des mécaniciens de garage, a aussitôt reçu le sobriquet non officiel et grossier de museau incliné. Les concepteurs ont impitoyablement supprimé les massifs pare-chocs chromés anguleux, les remplaçant par des boucliers aérodynamiques en plastique intégré, se fondant en douceur dans les panneaux latéraux de carrosserie. La calandre avant a été fortement inclinée vers l'arrière, l'angle des projecteurs vitrés a été modifié et les points de fixation des clignotants latéraux ont été entièrement revus. Sur le plan technique, c'était une tentative désespérée d'enfiler un costume d'athlète moderne sur un patient âgé aux articulations irrémédiablement malades. Sous le capot, c'était toujours le même mécanisme paradoxal, avec le moteur longitudinal retourné et la boîte de vitesse mécanique placée dans le carter d'huile. Mais à l'extérieur, le coefficient de traînée aérodynamique s'était réellement amélioré.
Cette opération cosmétique contrainte n'a stimulé la demande des consommateurs que pour un temps, permettant aux usines d'assemblage de continuer encore quelques années à emboutir sans interruption leurs étranges machines pour les marchés étrangers exigeants. Cependant, la principale menace mortelle pour l'indépendance de la marque automobile suédoise n'est pas venue des concurrents allemands agressifs, ni même des problèmes massifs de transmission qui se détruisaient, mais des bourses internationales de change. La direction supérieure de l'entreprise a commis une erreur macroéconomique absolument fatale en misant avec assurance toutes ses pions financières sur un seul secteur. La majeure partie des voitures turbocompressées produites étaient exportées vers les États-Unis d'Amérique et tout l'équilibre financier mondial de l'entreprise dépendait directement du cours actuel du dollar américain. Tant que le dollar valait cher, les Suédois réalisaient une marge colossale sur chaque cabriolet lourd vendu, fermant les yeux sur le coût de revient monstrueusement élevé de l'assemblage sur chaîne manuelle et des solutions d'ingénierie non standards. Mais à la toute fin des années 80, cette bulle financière confortable a éclaté avec fracas. Le cours de la monnaie américaine s'est effondré brutalement par rapport à la couronne suédoise. Soudainement, pour le conseil d'administration, il est apparu que produire des automobiles complexes dans la froide Scandinavie et les transporter sur des ferries à travers l'océan était devenu catastrophiquement déficitaire. Chaque lot livré aux concessionnaires a commencé à générer des trous de plusieurs millions dans le budget de l'entreprise. L'entreprise n'avait tout simplement pas de plan de sauvetage de secours. Et le développement d'une nouvelle plateforme modulaire à partir de zéro exigeait des injections financières gigantesques qui n'existaient plus dans la caisse vide. Le 15 décembre de l'année 1989, l'indépendance automobile de la marque suédoise a officiellement et irrévocablement pris fin par la signature d'une pile de contrats corporatifs secs. L'énorme corporation américaine General Motors a racheté exactement 50% des actions de la division voitures particulières pour 600 millions de dollars en espèces. Pour les comptables corporatifs pragmatiques de Détroit, c'était une excellente occasion d'obtenir un accès rapide aux technologies européennes éprouvées de turbocompression à un prix franchement dérisoire. Lorsque la délégation des nouveaux propriétaires américains est arrivée pour la première inspection officielle sur le principal site historique de Trollhättan, elle a subi un choc professionnel des plus violents. Les ingénieurs de General Motors ont regardé avec une horreur non dissimulée les lignes de production où des ouvriers qualifiés assemblaient à la main des moteurs avec entraînement par chaîne sur la boîte de vitesse, consacrant à chaque opération de base 3 fois plus d'heures standards que sur n'importe quelle chaîne américaine typique. Les gestionnaires de crise de Détroit ont immédiatement exigé de mettre fin à ce sabotage économique scandaleux et de transférer impérativement tous les futurs développements de projets sur des pièces unifiées provenant de modèles de masse bon marché. A commencé l'ère impitoyable de la réduction totale des coûts, qui a détruit à jamais la philosophie originelle de l'école d'ingénierie suédoise. Le modèle classique 900 a été officiellement condamné à mort par l'arrêt forcé de la chaîne. Le 26 mars de l'année 1993, la principale ligne d'assemblage de Trollhättan a livré le tout dernier exemplaire de l'original Aion. Les ouvriers ont silencieusement suivi du regard la carrosserie en acier dont les racines structurelles remontaient aux années 60 profondes. Immédiatement après ce moment historique, les ateliers de l'usine ont été impitoyablement rééquipés pour la production en série de voitures de la nouvelle génération. En pratique rigoureuse, cela signifiait que les Suédois avaient reçu de force les dessins tout faits de la plateforme économique de la banale automobile allemand Opel Vectra. Les ingénieurs ont reçu l'ordre d'adapter le design reconnaissable de la marque avec long capot sur un moteur disposé transversalement et la suspension la plus standard et bon marché de type McPherson. La nouvelle voiture a perdu à jamais absolument toutes les anomalies mécaniques pour lesquelles les fans automobiles aimaient si loyalement et haïssaient si violemment la version originale. Plus aucun moteur longitudinal placé à l'envers, plus aucune tige d'acier du contacteur de démarrage dans le carter de transmission pour assurer un blocage rigide du mécanisme, plus aucun embrayage retourné devant le radiateur de refroidissement.
L'ancienne automobile premium est devenue le moyen de transport le plus banal et le plus ennuyeux, bricolé à la hâte à partir du plastique et du fer bon marché que l'on trouvait sur les lointains entrepôts européens. Le seul endroit sur la planète où subsistait encore la vraie vie de l'ancienne école d'ingénierie obstinée restait l'usine d'assemblage finlandaise indépendante Valmet. En vertu des conditions strictes des contrats à long terme précédemment conclus, elle disposait du plein droit juridique de poursuivre l'assemblage unitaire des cabriolets classiques. Jusqu'à la toute fin de l'année 1994, les mécaniciens finlandais continuaient obstinément à installer les anciens moteurs turbo 16 soupapes éprouvés dans les carrosseries ouvertes renforcées, équipant les tout derniers fans fidèles de la marque avec la technique scandinave originelle. Ces voitures découvertes quittaient les parcs de concessionnaires à des prix démesurément élevés, car les acheteurs fortunés avaient parfaitement conscience d'un simple fait historique. Plus personne ne produirait jamais en série une automobile conçue avec un tel mépris total pour les standards industriels communément admis en matière d'implantation des organes. La fermeture définitive de la ligne de production finlandaise a posé un gros point final en acier sur le projet ambitieux qui avait duré 15 longues années. Le tirage final confirmé de exactement 908 817 unités fabriquées est devenu le véritable monument à cette époque où l'on construisait des mécanismes complexes avec des règles à calcul et non des marketeurs avec des calculatrices de rentabilité. Ce fut la fin absolue de tout un univers d'ingénierie, effondré sous le poids de son propre snobisme élitiste, du métal trop faible dans le carter de boîte de vitesse et du cours instable de la devise d'outre-Atlantique. Aujourd'hui, sur le marché automobile de l'occasion, la classique modèle 900 constitue un phénomène absolument paradoxal. La voiture, qui avait été créée à l'origine comme un produit de déficit financier total sur une base technique grossièrement allongée de la fin des années 60, s'est soudainement transformée en objet sacré pour les passionnés d'automobile. Les exemplaires d'occasion, avec leur plafond obligatoirement affaissé sur la tête du conducteur, leurs bas de porte lourds en train de rouiller et leur roulement de l'arbre primaire hurlant à la mort, se vendent pour des sommes avec lesquelles on peut aujourd'hui acheter sans difficulté un tout nouveau SUV asiatique. Les propriétaires de ces étranges automobiles suédoises se regroupent en communauté technique non par plaisir, mais par désespoir absolu. La réparation du mécanisme spécifique de transmission par chaîne entre le bloc-cylindre et le carter de boîte de vitesse exige les compétences d'un serrurier hautement spécialisé, et la recherche de pignons d'origine intacte pour reconstruire une transmission broyée s'est depuis longtemps transformée en une véritable quête archéologique. Mais c'est précisément ce surréalisme technique dûment documenté qui pousse des adultes à dépenser des milliers de dollars pour restaurer une carrosserie dont l'aérodynamique remarquable a été payée au prix d'une complication extrême de chacun des organes mobiles. La signification historique de cette expérience industrielle suédoise réside dans la vérité extrêmement dure sur la manière dont fonctionnent réellement les lois de l'économie automobile. Les concepteurs scandinaves ont démontré au monde entier qu'avec assez d'obstination, on pouvait prendre une plateforme franchement obsolète, retourner un moteur britannique, y fixer un turbocompresseur équipé d'un système de contrôle automatique des performances et faire rouler tout ce mécanisme plus vite que les berlines bavaroises de prestige. Ce sont ces hommes obstinés de la ville de Trollhättan qui ont été les premiers au monde à faire digérer à une turbine, de façon sûre et stable, de l'essence à faible indice d'octane de qualité douteuse, modifiant à jamais les principes fondamentaux de conception des moteurs destinés à un usage quotidien. Mais ce sont eux aussi qui ont prouvé de leurs propres mains que le refus catégorique de jouer selon les règles impitoyables du marché mondial conduit inévitablement et irrémédiablement à la faillite de l'entreprise.
Il est impossible de vendre indéfiniment un lourd châssis équipé d'une boîte de vitesse mécanique franchement en verre au prix du segment premium supérieur en s'appuyant uniquement sur une apparence non conventionnelle et un marketing aéronautique inventé par le service commercial. La société est logiquement tombée victime de sa propre obstination, ayant refusé net de passer à des composants bon marché jusqu'à ce que la caisse soit définitivement vide, l'obligeant à vendre un paquet d'actions à la corporation General Motors. Ce haillon allongé et profilé restera à jamais dans les manuels de construction comme un monument à cette époque ambiguë, où les décisions techniques responsables étaient prises par des hommes sévères, guidés exclusivement par les lois de la physique et les exigences rigoureuses de la sécurité passive, et non par des groupes de discussion et des graphiques colorés. C'était un mécanisme paradoxal, cassant, mais absolument sans compromis. Une automobile qui accélérait en ligne droite comme un intercepteur, mais qui exigeait de son propriétaire des nerfs d'acier et un portefeuille pour le remplacement régulier du disque d'embrayage brûlé directement sur un parking de rue à travers la grille de radiateur retirée. Si cette dissection sèche de la folie suédoise vous a semblé un argument suffisamment convaincant contre l'industrie automobile plastique à usage unique moderne, cliquez sur le bouton d'abonnement sous cette vidéo et laissez vos réflexions dans les commentaires. La prochaine fois, nous analyserons un autre projet où les ambitions grandioses des créateurs se sont brisées avec un claquement.